Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, ce soir, nouveau thème de conférence qui, cette fois, se porte plus sur le domaine de la sexualité, chose que je développe assez peu en général. J'en ai 2 ou 3 dans les 335 vidéos que j'ai produites. Mais voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas axer aussi sur le domaine de la sexualité. Et là, donc j'aurai 2 volets. Il y a là le premier volet qui s'appelle comment être un bon amant. J'ai essayé de dresser 5 critères. Voilà, hein. Et puis après, il y aura le retour, comment être une bonne amante, hein, qui n'est pas que la partie pour les hommes, enfin pour les hommes, des femmes vers les hommes, mais des hommes vers les femmes. Et j'ai rajouté dans le titre selon Véronique, parce que j'affirme pas, j'ai pas la prétention de dire que je détiens la vérité sur la matière, que pour être un bon amant, il faut faire ci, ça, mi, et que moi je sais, j'ai tout compris au film. J'ai des idées sur la question, c'est pour ça que je vais proposer mes opinions, mes idées, aussi le fruit de mes expériences et des personnes autour de moi que j'ai entendu témoigner aussi, hein. Et puis aussi, vous donnerez aussi vos commentaires ou vos idées, vos questions, vos interrogations qu'on se pose sur ce sujet. Après, c'est sûr que sur ce thème, comment être un bon amant, ça veut dire déjà, rien que dans l'introduction, ce que je peux dire, c'est que on prétend en disant ça qu'il y a des recettes, qu'il y a des ingrédients, des critères. Donc, c'est le postulat que moi je vais développer. Maintenant, le postulat le plus commun sur la question est-ce que je suis un bon amant, est-ce que je trouve que les hommes peuvent être des bons amants, la plupart des gens vous diront qu'ils vont se mettre d'accord que c'est une alchimie, qu'il n'y a pas un bon amant, mais un amant qui est accordé à qui je suis. Chaque personne est unique et on va vous dire c'est l'accord des corps. C'est le dialogue du corps à corps, c'est une alchimie, c'est-à-dire c'est comme deux molécules qui s'associent et donc voilà, on ne peut pas savoir, c'est un mystère, hein, on dit souvent c'est un mystère, l'accord des corps, il y a un dialogue avec le corps de l'autre qui a priori on ne sait pas, c'est mystérieux, c'est deux molécules qui s'associent et c'est pas prévu d'avance et il n'y a pas des critères, des ingrédients comme dans une recette de cuisine qui pourraient faire qu'on pourrait développer un certain savoir-faire. Et c'est là où moi je vais développer la postulat inverse, ça ne veut pas dire que le premier est faux, le premier postulat qui consiste à dire que c'est un mystère. Je pense qu'il y a une grande partie de l'accord des corps qui reste mystérieuse, puisque je l'ai vécu comme ça. Des fois, je ne sais pas pourquoi d'un coup ça matche avec un tel et pas avec un tel. Donc il y a quelque chose qui fait que ça s'accorde. On peut parler d'accordage. Le mot juste pour moi, c'est l'accordage. Hein, comme l'enfant, la mère s'accorde à l'enfant. Il y a un accordage qui est dans la justesse du toucher, de la qualité du ressenti de l'autre, donc dans un vrai dialogue de corps à corps qui est vraiment juste pour soi, si vous trouvez que votre partenaire est un bon amant. Donc il y a un certain mystère comme ça se fait ou ça se fait pas. Et en même temps, si j'en reste là, j'arrête direct la conférence, quoi. Je dis bon, allez, on arrête, on se quitte, on est d'accord que c'est un mystère et qu'il y a une alchimie et puis point barre. Et donc on ne développe pas la thèse comme quoi il y a quand même un savoir-faire. Pour moi, je pense qu'il y a des compétences qui peuvent se développer, qui sont intéressantes d'ailleurs de connaître, parce que ce n'est pas la science infuse. Alors, il y en a qui sont peut-être intuitivement plus doués que d'autres ou instinctivement plus doués que d'autres, mais comme tout art, pour moi, l'amour, la pratique de faire l'amour, c'est un art, ça se développe. Voilà. Et ça se développe déjà en pratiquant ou en s'y intéressant. Comme un instrument, si tu t'y intéresses pas, tu ne vas jamais découvrir en quoi ça peut être goûteux, intéressant, ça peut donner un spectre extrêmement large, parce que tu t'intéresses juste à écouter un instrument sans le pratiquer. Voilà, c'est pareil pour l'art de faire l'amour. Donc pour être un bon amant, puis après je dirais pour être une bonne amante, déjà il faut avoir le goût, la curiosité, l'envie de s'y intéresser et pratiquer. Bon, je ne ferai pas des exercices pratiques, mais je vous donnerai quand même des pistes. Je ne ferai pas des démonstrations tout de suite, mais je vous donnerai des idées sur les critères sur lesquels vous pouvez augmenter votre champ de compétences. En tout cas, vous interroger sur ces critères-là. Voilà. Bon, et de nouveau, je rappelle, je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais j'ai l'impression que quand même, en tout cas dans mon expérience, il y a quand même eu des meilleurs amants que d'autres, du fait qu'ils avaient acquis un certain savoir-faire ou qu'ils avaient intuitivement développé quelque chose
Voilà, et que en mettant de l'énergie dedans, dans ces critères-là, bah, il s'était développé, ça devenait un art. Et du coup, l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que ces bons amants-là vont révéler des femmes qui, elles, sont souvent des femmes blessées. Parce qu'il y a beaucoup de femmes blessées par le masculin, il faut le dire. Hein. C'est aussi le leitmotiv des féministes qui disent bon, le masculin violent, brutal, etc. Et donc, les bons amants sont des amants qui sont à la fois assez branchés sur l'instinctuel, donc le pulsionnel, donc en bas, en dessous de la ceinture, et en même temps qui sont délicats, qui sont dans une certaine écoute, on le reverra, etc. Donc à la fois qui vont conjuguer l'instinctuel et la finesse et la justesse et l'écoute, etc. Et donc ils sont à la fois dans le délicat et à la fois dans le grossier, ils sont dans le subtil et dans le moins subtil. Donc du coup, ben, c'est pas évident, quoi. Et ces hommes-là vont être en mesure souvent de révéler des femmes blessées qui ont été brutalisées ou qui n'ont pas rencontré un homme dans leur vie qui les ont révélées sexuellement. Et du coup, c'est dommage pour elles parce qu'elles vont rester sur l'idée que, en généralisant, que la plupart des hommes ne sont pas très brillants au niveau de la sexualité, ils sont maladroits ou je sais pas quoi, et que la sexualité en général n'est pas intéressante. C'est pas un sujet, quoi. Changeons de sujet. Et en général, c'est juste parce qu'elles n'ont pas été révélées, parce qu'au passage, soit elles n'ont pas eu assez d'expérience, souvent c'est le cas, hein. S'il y a un échantillon de 10 personnes rencontrées, on ne peut pas généraliser sur 10 personnes, quoi. Hein, la sexualité c'est un art, donc c'est pas sur 10 personnes qu'on peut se fier en disant j'ai fait 10 expériences sexuelles et ça y est, je sais que tous les hommes de la Terre où la sexualité c'est nul. Bah non, c'est juste 10 personnes que tu as rencontrées sur Terre, c'est quand même très peu, quoi. Bon, après, je vous invite pas à, à consommer à tout va, c'est pas ça non plus l'idée. Mais voilà, nuancer entre le fait de faire très peu d'expérience et de saisir votre échantillonnage pour dire ah bah oui, mais je sais que la sexualité, les hommes sont tous des mauvais, quoi. Bon, voilà. Et puis de consommer tout le temps, tous azimuts, pour vous faire une idée, c'est pas non plus. Voilà, je sentais la nuance, hein, dans mes propos. Bon, voilà. Alors, donc je vais commencer à développer, puis vous pourrez m'interrompre là dans mon public pour me dire si vous partagez ou si vous avez des choses à rajouter sur les critères que moi j'ai cernés pour être un bon amant. Ça me fait marrer de parler d'être un bon amant parce que c'est vraiment. Bon, alors comment être un bon amant en 5 leçons? Alors, le premier critère, ils ne sont pas dans l'ordre, hein. Ça m'est venu comme ça. Donc, c'est déjà la disponibilité. Donc, la notion de disponibilité, c'est ça se décline en plusieurs aspects. Premier aspect, c'est est-ce que si je suis une femme, est-ce que mon cœur est disponible à la rencontre? Est-ce que je laisse de la place à l'homme pour me rencontrer, sexuellement parlant? Parce que vous savez que beaucoup de femmes disent mon temple est sacré, ne rentre pas qui veut, il y a une énergie. Donc beaucoup de femmes sont là dans la majorité. Je suis sélective parce qu'on ne vient pas me pénétrer comme ça, en mode. Et après, il y a des miasmes qui vont rester à l'intérieur. On entend ces discours-là quand même. Donc, j'ai besoin d'être sélective. Voilà, ok. Et c'est tout à fait respectable, il n'y a aucun problème avec ça. Et la question que je disais, la disponibilité, c'est est-ce que je fais de la place, je rencontre un homme, et est-ce que je fais de la place, est-ce que je suis disponible à l'accueillir ou pas? Donc il y a une évaluation à faire, un senti à faire pour la femme qui est est-ce que je laisse cet homme rentrer dans mon champ intime en fait, dans mes frontières? Parce que la pénétration, il y a quand même, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, mais il y a quand même, l'autre vient à l'intérieur pour la femme. Donc un bon amant, il doit être aussi, à mon avis, dans cette notion de juste distance dans les débuts de rencontre, jusqu'où il pressent ou il demande éventuellement à la femme si elle est prête à l'accueillir à l'intérieur, quoi, chez elle. Et donc il y a cet ajustement des frontières, et c'est des fois les femmes ne sont pas en mesure de dire ah oui c'est ok pour moi, je suis d'accord ou non. Et donc ça va demander à l'homme d'être un peu au courant de cette thématique qui est dans les premières rencontres et dans le premier rapport sexuel, de s'ajuster, d'être à la juste distance
ni trop près. Et souvent les femmes, elles savent, des fois elles savent pas. Il y en a qui savent pas dire oui, elles savent pas dire non en fait. Voilà. Donc c'est important en tant qu'homme, moi je pense, de connaître ces codes, et de savoir que il y a des femmes qui ont besoin et qui ne savent pas elles-mêmes qu'elles ont besoin d'une certaine distance, un certain temps pour être apprivoisées, pour laisser l'homme rentrer. Sinon elles ne vont pas les trouver assez délicats. Elles vont se donner comme ça. Genre, je suis disponible, mais en fait, je ne le suis pas à l'intérieur. Je ne suis pas vraiment prête, en fait. Hein. Donc, du coup, voilà. Bon. Donc ça, est-ce que la femme laisse l'homme... Enfin, est-ce que la femme se rend disponible? Est-ce que l'homme lui saute pas trop dessus trop vite, tout de suite? Hein, ça va être une question. Et est-ce qu'elle a une place dans sa vie, dans son cœur? S'il y a un ex qui est encore vachement présent, bon, ben, l'amant, il fait ce qu'il peut, mais il ne pourra pas faire beaucoup en termes de plaisir pour elle ressenti si elle ne laisse pas une place dans son cœur. Parce que les femmes fonctionnent beaucoup sexe et cœur aussi. Sexe plus cœur, pour avoir un plaisir énorme. Si c'est que sexe mécanique, ça peut être pas mal au niveau orgasmique, mais ça ne sera jamais autant déployé que s'il y a sexe plus cœur rajouté. Donc si la place est prise par l'ex ou par je ne sais pas quoi, et ben du coup, il ne pourra pas y avoir un bon amant puisqu'elle ne laisse pas la place au bon amant. Vous comprenez ce truc-là? Voilà, donc c'est la disponibilité aussi dans est-ce que je te laisse de la place. Après, il y a l'état d'esprit du moment au niveau de la disponibilité. Est-ce que là, voilà, si je sors de mon boulot, j'ai mon boss qui m'a pris la tête, mes collègues, machin, bon, est-ce que c'est le moment? Alors, il y a des femmes qui sont disponibles vite, qui peuvent shifter. Voilà, ça m'a pris la tête, mais d'une seconde à l'autre, hop, au contraire, ça va me donner... c'est mes vacances, c'est ma récré. Donc je suis disponible dans l'instant. Et puis il y a d'autres femmes qui vont être ah ouais non, il m'a pris la tête, donc là c'est pas le moment, je suis pas dispo. Donc le bon amant, c'est celui qui sait s'accorder avec cette femme-là particulièrement et parce que chaque femme est différente là-dessus quoi. Ensuite, on va parler de disponibilité dans la chronobiologie. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des rythmes. Donc il y a ceux qui sont du soir et ceux qui sont du matin. Moi, je suis plutôt du matin. J'ai déjà dit en plus. Et donc, du coup, j'ai plus d'énergie le matin. Je suis plus disponible le matin. Le soir, j'arrive, je vais m'en crever. Et donc, voilà. Et alors, pareil, si on n'est pas dans les mêmes rythmes, voilà, il va falloir négocier le truc, quoi. Parce que s'il y en a un qui est du soir et l'autre du matin, il va falloir faire ça l'après-midi, en fait. ou conjuguer les moments. Bah, ça, voilà, alors, bon, c'est important de savoir que ça joue quand même si on peut se dépasser. On peut dire, bon, c'est les premiers temps, bon, ok, je suis très fatiguée, j'ai passé ma nuit en vol, c'est pour une hôtesse de l'air, je suis complètement crevée, mais bon, oh là là, il est tellement beau, ça y est, il me retrouve, c'est les retrouvailles, c'est magnifique. Et donc, je shift, hop, j'étais hyper épuisée, mais d'un coup, je peux percuter, et la seconde d'après, je me retrouve dans ses bras, et je vis un rapport fulgurant, d'un coup, je suis enthousiaste. On peut shifter comme ça, mais on ne peut pas le faire tout le temps. Parce que quand on est épuisé, on n'a qu'une envie, le corps a besoin de se reposer. Et donc, à la longue, on va le faire une fois, deux fois, trois fois, mais ça ne peut pas être répété tout le temps. Voilà, donc c'est important aussi de le savoir. Et que le bon amant, il doit aussi, s'il est amoureux de cette femme ou s'il est intéressé par cette femme, pour répéter des rapports et pas juste une fois et consommer et s'en aller, ben, ça peut être important aussi qu'il soit à l'écoute des rythmes de la femme, quoi. Voilà, ça paraît évident, mais des fois, c'est pas si simple que ça, parce qu'on n'est pas sur les mêmes rythmes internes, en fait. Et on n'y peut rien, on n'est pas formatés tous du même. Et ces différences, ça peut vraiment être compliqué dans un couple, surtout s'ils bossent en plus, ou s'ils sont pris, les enfants, machin. Donc, à quel moment on se retrouve vraiment, qu'il y a un temps de disponibilité où les deux sont vraiment en disponibilité. Et souvent, on dit, dans les thérapies de couple, où on travaille sur la sexualité, on prescrit dans les relations sexuelles un peu bloquées, de se donner des rendez-vous pour faire l'amour, comme en réunion professionnelle. Alors, vous donnez un rendez-vous et vous vous y tenez. Et si c'est mieux pour vous l'après-midi, essayez de vous débrouiller, que ce soit à telle heure quand ça vous arrange et que vous êtes dans la disponibilité. Et pas complètement éteint, ni complètement obstrué parce que vous avez un truc sur le feu, les enfants qui gueulent, enfin bon bref, un truc sur le taf qui fait que vous ne pouvez pas être dispo en fait. Voilà.
Pourquoi? Parce que faire l'amour, ça prend du temps. Il faut avoir du temps, il faut être disponible dans sa tête, mais il y a aussi le temps consacré à la pratique. Il y a des moments, ça peut être rigolo de faire des petits coups comme ça peut être marrant, là, genre en 3 minutes, 5 minutes, hop, sur la table de la cuisine, enfin des trucs comme ça assez rigolos, sur le parking et tout. Mais si c'est que ça, s'il n'y a pas la variété et surtout les moments plus longs, où on peut agrandir vraiment le temps, la femme va être assez déçue parce qu'elle ne pourra pas être multi-orgasmique et aller dans la profondeur. Parce que plus on fait l'amour longtemps et plus on va dans la profondeur. Dans la profondeur, c'est-à-dire on descend dans des couches plus profondes. Bon, et après on parlera de l'histoire d'un homme qui peut retenir son éjaculation parce que sinon, c'est très long. Alors ça c'est la durée en temps, mais ça j'étais sur la disponibilité, donc je développerai après. Voilà. Et puis, donc prendre son temps, voilà, c'est ce que je disais. Donc le bon amant, c'est celui qui a des antennes, vous avez compris, c'est celui qui pige un peu médium, là, qui sent un peu la femme à l'endroit où elle est, et qui parfois sait mieux qu'elle, qui devine un peu des fois, qui sait mieux qu'elle, par exemple, si elle est dispo, pas dispo, parce qu'il commence à la connaître. Il y a un temps d'observation aussi pour connaître la femme avec qui vous relationnez, et de pressentir à quel endroit cette femme-là, elle est disponible, elle aime bien à telle heure et pas à telle heure, et vous pouvez en discuter ensemble. Un autre des critères que je développerai, c'est la communication. Donc savoir à qui on a affaire, chacun et chacune étant différente. Donc la communication sur la sexualité est un des critères que je développerai tout à l'heure. Voilà. Vous avez des choses à dire là sur la disponibilité? Non? Bon, se montrer disponible à l'autre. Deuxième critère, l'empathie. Alors ça va être l'empathie. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, c'est comprendre l'autre, c'est connaître l'autre, et ça va donner le sentiment de la connexion, enfin la sensation de la connexion. Un bon amant, il sait se connecter à moi sans que j'ai besoin de verbaliser. Alors, je disais qu'il y a verbaliser, il y a des temps pour verbaliser ce que j'aime et ce que j'aime pas, mais dans le non-verbal, puisque faire l'amour, c'est en général dans le non-verbal, on est dans la dimension du toucher. On n'est pas dans le verbal. Et donc dans la dimension non verbale, une femme peut se sentir connectée à un homme parce que justement, il y a cette compétence de l'écoute d'elle. Et ça va vraiment donner cette histoire de « je me sens connectée à toi ». Et on cherche tous quoi? Une seule chose qu'on cherche le plus les uns et les autres, c'est la connexion. Voilà. Notre aspiration la plus profonde du cœur, c'est d'être connecté à un autre. Et ici, que ce soit chez les hétéros et chez les homos, cette fois-ci je parle aussi des homos, parce qu'à chaque fois je me fais allumer que je ne parle pas des homos, c'est pareil, ce qu'on cherche c'est la connexion, sexe-sexe, cœur-cœur, corps-corps, voilà, cet accordage. Et ce sentiment de connexion, souvent, il vient parce que c'est une compétence à développer. L'homme est en mesure d'écouter le senti, d'écouter l'intériorité de la femme en fait. C'est-à-dire, ça peut être, le geste est assez juste, c'est-à-dire au bon moment, elle n'a pas besoin de dire, pourquoi pas nommer, tiens, touche-moi de cette manière-là, mais souvent, l'homme sent, en fait, il pressent. C'est un peu nul ce que je vais dire, mais c'est vrai que ceux qui sont plus télépathes dans le domaine du toucher, ils ont plus de chances d'être un bon amant que ceux qui sont moins télépathes. C'est-à-dire qu'ils devinent ce que pressent les goûts de l'autre en fait. Voilà. Donc les empathes, qui ont des antennes intuitives pour sentir l'intériorité de l'autre, ils sont plus doués pour être des bons amants que ceux qui sont moins empathes. Mais ça se développe, c'est une compétence. Donc comment ça se développe? C'est ce qu'on appelle l'écoute ou le dialogue des corps. Et ben, ça se développe en faisant des cours de massage par exemple. Et notamment, moi j'ai suivi des cours de massage sensitif. Je m'en fous, je ne fais pas de la pub pour eux, hein, mais on apprend vraiment à dialoguer avec le corps de l'autre. Donc comment on fait? Déjà, on suit le schéma corporel, et souvent, les premières techniques qu'on vous apprend, c'est on pose la main sur une partie du corps, que ce soit la nuque, ou ce soit voilà, le bras, peu importe, et on attend d'avoir une information, on attend de sentir une information qui émane de l'autre. Et à un endroit, par exemple, là je mets la main sur l'épaule, si l'épaule fait ça, on va aller
hop, on va accompagner le mouvement pour l'emmener vers quelque part, lui faire une proposition. Voilà. Ça veut dire qu'elle est prête, la personne elle est prête à aller là. Si elle ne bouge pas, ça veut dire qu'on va lâcher et on va partir ailleurs pour sentir autre chose. Donc on prend un temps, vous voyez que c'est lent quand même, on prend un temps et il y a des alternances entre des mouvements, des caresses qui sont des caresses en mouvement comme ça, et des temps de silence. Et ça s'apprend ça. Voilà. Je vous dis, c'est un art. Donc ceux qui sont trop dans l'agitation, dans le mouvement, tout le temps là, vas-y que je suis agitée, je passe de là, et je passe de là, et je passe de là, et je passe partout, en mode agité, ça crée au niveau corporel du chaos. En fait, l'autre il transmet son agitation, et du coup on ne peut pas se détendre, et on ne peut pas s'abandonner vraiment si l'autre il est complètement agité, tendu, il est partout à la fois, il va là, 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 voilà. Et donc les hommes ne le savent pas souvent ce truc-là, parce que ça s'apprend dans les techniques de massage. Voilà, il faut le savoir. Alors, ils ne sont pas obligés, les bons amants, de passer tout le temps leur temps à faire que ça, puisque ce qui va être aussi la particularité des bons amants, c'est de varier. Hein, ils peuvent faire aussi des fois des choses très rapides, genre un petit coup comme ça, et puis après prendre son temps. Mais globalement, c'est vrai que quand ils ont appris des techniques de massage notamment, ou dans la danse, on peut l'apprendre aussi dans la danse, tu vois, dans ce contact, par exemple, voilà, ça s'apprend, ou dans le tango, on apprend comme ça à écouter le corps de l'autre, et ils développent des compétences pour être à l'écoute du senti de l'autre et pour aller accompagner le corps de l'autre. Et donc, ça fait comme dans une danse, quoi. Et la femme, elle se dit ah, mais comment il sait comment il sait ce que je chante? Mais en fait, le mec, il a juste appris, quoi. Il a appris et ça se développe, c'est une compétence. Donc voilà, il dit, oh, ouais, mais il a tout compris, il sent ce que je chante de l'intérieur, il sait mieux que moi, voilà. Bon. Et oui, parce qu'il il s'est formé souvent. Soit c'est intuitif, il ne s'est jamais formé, il a compris le truc, soit il s'est formé. Là voilà. Donc ça, c'est la connexion, donc l'écoute, donc savoir ce que la femme aime. Après, évidemment, pour savoir ce qu'elle aime, en observant ses réactions, on peut voir si elle prend du plaisir ou pas, surtout si elle est authentique. Évidemment, si elle pousse des cris d'hystérique, alors que pour faire plaisir à l'homme, alors qu'elle ne sent pas grand-chose, il y en a quand même pas mal qui simulent. Hein. Donc, moi, ça me rappelle des souvenirs où dans des salles de stage de tantra, j'entendais des femmes à côté de moi qui se mettaient, à peine elles étaient touchées, hop, on appuyait sur le bouton, elles se mettaient à hurler de plaisir. Je me dis, c'est quoi ces cris? Elles vivent des trucs extraordinaires, et moi à côté, je vis rien. Je ne vivais pas grand-chose. Mais c'est pas que je vivais rien, c'est qu'elles étaient... elles s'automanipulaient en fait. Je me raconte l'histoire que je sens des trucs énormes. En fait, elles ne sentaient pas plus grand-chose que ça. C'est juste qu'elles se faisaient croire, elles se convainquent. C'est pour se convaincre soi-même qu'on vit des trucs extraordinaires. Je vis un machin fort énergétique et donc je te le fais savoir. Et donc je me raconte une histoire, mais en fait, je ne sens pas grand-chose. Bon, voilà. Donc, après, j'ai découvert. Mais au départ, j'étais là. Oh là là, les autres vivent des trucs et moi, je ne sens rien. Mais c'est minable. Pourquoi je ne suis pas elle? Bon, enfin bref. Donc, c'est pas parce que la femme, elle fait des grandes poussées hystériques de grands cris que c'est vrai qu'elle est vraiment authentique avec ça. Peut-être qu'elle s'ennuie, elle se dit à quelle heure ça se termine. C'est bon. Voilà. Et il y en a qui sont authentiques, mais ça, vous ne le saurez pas forcément, parce qu'il y en a qui ne se dévoilent pas. Bon, ceci dit, quand... c'est pas une histoire de cris, de hurlements, etc. Pour savoir si vous êtes avec une femme qui se réjouit de votre prestation, c'est pas ça l'histoire. C'est plutôt, parce que d'ailleurs c'est pas une prestation, c'est un truc qui se fait à deux. Faire l'amour, c'est vraiment faire de l'amour à deux. Mais c'est vraiment qu'elle a l'impression, elle va vous le dire, si vous débriefez et vous lui posez la question après, ou après à table, ou je sais pas quoi, elle va vous dire, mais je sais pas comment tu as fait pour sentir ce que je sens. Voilà, c'est le truc de l'empathie en fait. Et là, ça, si elle vous dit ça, c'est que vraiment vous êtes dans l'accordage, quoi. Vous l'avez pigé de l'intérieur. Émotionnellement, sensoriellement, voilà. Et ça va jouer avec un autre aspect qu'on appelle la sensualité, qui est qu'en général, les bons amants ont aussi développé des compétences autour de la sensualité, et ça s'apprend. La sensualité, c'est pas la sexualité c'est la génitalité, et bon, la génitalité fait partie de la sexualité, la sensualité fait partie de la sexualité, mais souvent on peut faire un zoom sur la génitalité, les organes génitaux, mais la sensualité c'est bien au-delà. Hein. C'est tout le corps est à la fête.
tout le corps devient charnel et c'est la volupté de tout le corps qui est embarqué. Donc ça mérite de passer partout, voilà. Et avec c'est vraiment la notion du toucher qui est alternée entre le léger et le ferme. Et dans les rythmes, rapidité et lenteur. Donc voilà, il y a des personnes qui aiment bien être serrées, enveloppées, contenues, des femmes. Souvent, elles aiment bien être très serrées, et puis après, un peu de distance. Et puis voilà. Ça, il faut le savoir. Donc l'écoute, l'écoute du corps de l'autre et de son propre corps, parce qu'un bon amant, c'est quelqu'un qui n'est pas, ça je voudrais le préciser, qui n'est pas que penché sur la femme. Si l'homme est intéressé à l'écoute de la femme, c'est une chose, mais s'il est penché, s'il fait la tour de piste sur elle, c'est pas bon non plus. Parce que du coup, il se perd dans satisfaire la femme, et la femme, elle ne le trouve plus. Il n'est plus au centre de lui-même. Il est décentré, en fait. Donc, à un moment donné, elle regarde l'heure et se dit, bon, c'est bon, chérie, parce qu'elle s'ennuie, en fait. C'est mon vécu, mais c'est pas que le mien. Et parce qu'en fait, c'est ça, c'est un homme qui est centré sur je dois la satisfaire, il se met la pression, et donc du coup, on sent plus son désir propre. Il n'est plus en train de s'intéresser à lui, en train d'utiliser sa partenaire à son service. Il est au service de la femme, il est tellement au service de la femme que du coup, il devient un trop gentil garçon, et du coup, on ne le sent plus en fait, il est plus présent. Dans l'énergie, il n'est plus dans sa présence. Donc, et ça je l'ai dit souvent, je le répète, c'est bien que le bon amant aussi soit centré sur son plaisir à lui, il utilise le corps de la femme pour aller vers son plaisir et pas être que penché sur le plaisir de la femme. Parce que bon, ça fait plaisir 5 minutes, enfin c'est agréable un mec qui a ton service et qui a tes petits soins, mais au bout d'un moment ça saoule, c'est l'excès quoi. Donc je dis toujours le trop gentil garçon, basta quoi. Et oui, c'est compliqué pour vous. Non mais je dis, non mais j'avoue, c'est compliqué pour un homme, c'est pas simple. On n'a jamais dit que c'était facile. Trop, pas assez. Voilà, trop, pas assez. Tu peux passer le micro. Oui, mais c'est pour ça, je dis, ça s'apprend et il faut pratiquer. Plus vous pratiquez avec d'ailleurs des femmes différentes, plus vous avez d'expérience et plus ça va vous venir. Plus vous apprenez dans la danse ou le massage ou d'autres arts, enfin d'autres pratiques, plus vous savez faire des gammes. Hein. C'est comme un musicien. Hein. Et d'ailleurs, souvent, les artistes, souvent musiciens, danseurs, etc., ils sont assez bons parce qu'ils ont l'habitude de jouer d'un instrument. Et le corps de la femme, c'est un instrument. Donc, c'est un peu pareil, l'histoire. Et oui, mais ils jouent, quoi. Ils jouent avec le corps de la femme. Voilà. Et par contre, on a le droit à l'erreur. Parce que si l'homme se met la pression pour bien faire, ça va capoter. C'est-à-dire, ça va capoter pour lui. C'est le cas de le dire, ça va capoter. Parce qu'un homme qui veut être performant et qui se met la pression pour être vraiment... par exemple, lui avoir un orgasme extraordinaire, à force de se mettre la pression, d'abord, il ne va plus bander. Et ça va nuire, ce que je viens de dire, ce que je viens d'expliquer. C'est le point que je viens d'expliquer il y a 3 minutes, qui est, au bout d'un moment, il est tellement penché sur elle qu'on ne le sent plus, quoi. Voilà. Donc, le mec, de nouveau, c'est un mec qui se veut parfait, et qui ne s'autorise pas à l'imperfection, il se nuit à lui-même, il s'autodétruit en fait. C'est pas un bon amant. Alors tu peux prendre le micro, sinon ça ne va pas fonctionner. C'est dans ce sens-là. Ouais, non, c'est bon. Oui, en fin de compte, l'homme, il a des techniques pour se concentrer sur lui-même, sur sa respiration, et puis donc il se détache un peu de sa partenaire pour être dans l'instant avec elle. Alors, j'ai pas parlé de respiration, mais c'est bien que tu en parles, parce que j'ai pas parlé de ça encore. La respiration abdominale oui, et tout. Oui, mais tu vois, là, tu utilises des techniques, effectivement, de montée d'énergie, ou là, pour la rétention de l'éjaculation, c'est ça que tu... Voilà, oui. Voilà, ok. Donc, on est sur le sujet de la rétention. Donc, il se détache automatiquement. Oui, l'idée... Alors, tu peux utiliser des techniques de respiration, tu peux utiliser des techniques de détachement émotionnel. Oui. Ça aussi, hein, genre, il y en a qui utilisent du détachement émotionnel, genre... les détachements émotionnels, je suis en train de penser, je mets du mental, et en mettant du mental, je me détache de la sensation. Parce que plus je suis associée à la sensation, et plus je cherche l'excitation avec le corps de la femme,
ben, plus je vais avoir du mal à surfer avec le moment où je retiens l'éjaculation pour un homme. Alors moi, je ne suis pas un homme, mais c'est ce qu'ils disent. J'en ai interviewé plein. Hein. Donc, ils disent que voilà, ils ont du mal souvent à retenir l'éjaculation, soit parce qu'ils sont éjaculateurs précoces et parce qu'ils se mettent la pression pour performer. Donc là, ils deviennent éjaculateurs précoces pour la plupart. Il n'y a pas que ça, mais ça joue. Hein. C'est la peur de la femme, hein, l'éjaculateur précoce. C'est celui qui veut se débarrasser au plus vite parce qu'il a la trouille en fait, de ne pas plaire à la femme. Donc c'est aussi la performance. Mais pour des hommes, c'est vrai, ça peut être compliqué. Tu peux utiliser des techniques de respiration ou d'autres techniques qu'on apprend dans le Tao aussi, hein, ou dans le Tantra. On apprend aux hommes à retenir l'éjaculation. Plus facile pour un homme d'un certain âge qu'un homme jeune, parce qu'à 30 ans, ou à 25 ans, ou à 20 ans, biologiquement, ils sont faits pour envoyer le sperme, quoi, pour la reproduction. Donc, voilà. Et en même temps, ça se reconstruit, enfin, le sperme se reconstruit assez plus rapidement qu'après, plus tard. Bon, donc c'est plus facile pour des hommes d'un certain âge d'être dans la rétention que les plus jeunes. Bon, et en même temps, il y a des plus jeunes qui apprennent assez tôt hein, à travailler surfer sur la vague de la rétention d'éjaculation pour que ça dure plus longtemps. Mais la femme a aussi du travail. C'est-à-dire, c'est pas que le mec quoi, qui bosse. C'est aussi à la femme de ne pas exciter trop l'homme, parce que sinon il va vite éjaculer. Donc c'est à elle aussi de maintenir la tiédeur en fait, de ralentir, de s'immobiliser, de ne pas l'exciter en veux-tu en voilà, pour par moment faire descendre l'énergie, pour ensuite que ça reparte. Donc c'est un jeu qui se joue à deux. Mais c'est vrai que le boulot, c'est plus difficile pour l'homme que pour la femme, parce que la femme, elle peut être multi-orgasmique, ou simulée, ou je sais pas quoi, alors que l'homme, c'est juste pas possible. Ou il bande pas, ou il éjacule pas. Donc c'est quand même plus compliqué pour vous, faut le dire. Donc c'est pour ça que cette thématique, être un bon amant, ça peut être hyper stressant pour un homme, parce que vouloir être un bon amant, c'est déjà se mettre vachement de pression avec cette histoire, je bande pas, j'ai un petit kiki, j'ai un gros kiki. Voilà, et la compétition avec les autres mâles d'à côté qui ont un plus gros que moi le petit, enfin bon, tu vois, il y a toute cette dynamique-là qui joue, mais j'avoue que c'est pas simple pour vous. Je suis en empathie avec la cause des hommes, pour qui c'est un sujet vachement compliqué quand même, il faut le dire. Alors que les femmes, bon, c'est autre chose, c'est pas compliqué, mais on n'a pas les mêmes dynamiques. Donc on ne se pose pas du tout ces questions-là autour de la rétention de l'éjaculation, ou alors est-ce que je vais bander, mon Dieu, est-ce que je vais bander, je suis en vigilance orange, ou alors je vais bander, je vais débander, ça va. Bon. Et ça, c'est vrai que la plupart des hommes, ils ont ce questionnement parce qu'ils ont envie de faire plaisir à leur partenaire. Ils ont envie d'être des bons amants et de faire plaisir. Par amour, je fais plaisir. Pas que pour être un bon amant, mais voilà, pour être au service de la femme, lui faire plaisir, parce qu'il a du plaisir à faire plaisir, ce qui est normal, puisque ça joue à deux. Mais néanmoins, il y a quand même ces questions qui se posent. Et donc, ça va revenir à plus je suis... Enfin, en fait, plus je me mets la pression pour être un bon amant, pour être performant, et plus je vais avoir des soucis je vais bander, puis je ne suis pas détendue, donc je ne vais pas bander beaucoup, ou je vais bander, je vais débander, ou je vais éjaculer trop vite, enfin des tas de problèmes comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que des fois les techniques de détachement émotionnel ou de respiration ou d'immobilité, c'est-à-dire j'y vais et puis je ralentis, ça peut être aidant, parce que d'un coup ça fait tout. Voilà. Une des pratiques qu'on apprend au Tantra qui est issue d'un auteur qui s'appelle Barry Long, qui avait trouvé des techniques justement pour faire du slow sex, pour faire ce qui est à la mode aujourd'hui, hein, le sexe lent, qui est un sexe méditatif, appelle le sexualité sacrée. Et ben c'est justement d'aller, il y a des moments d'énergie instinctuelle où on y va, enfin le mec il y va, et puis après il ralentit, on s'immobilise à deux, puis hop ça repart, mais ça part pas parce qu'on décide que ça part, on part parce que l'énergie ramène, enfin ça se fait tout seul. On écoute l'énergie sexuelle et c'est le corps qui guide. C'est pas mon mental qui dit tiens maintenant on y va. On écoute, c'est cette histoire d'écoute de la connexion, du dialogue des corps. Et donc à un moment donné, il y a une information qui arrive intuitivement et qui dit ah maintenant ça repart, l'énergie sexuelle repart, alors qu'on s'était arrêté. Voilà. Mais il faut être à l'écoute en fait. Et pour être à l'écoute, il faut s'arrêter de temps en temps. Si on est toujours en mode hyperactif, on n'a pas le temps de sentir, quoi. Ça va trop vite. Donc voilà, je vais vous donner ça.
Alors j'étais sur mon... Bon, j'étais le deuxième, c'était... donc le premier, je rappelle, c'est la disponibilité. Le deuxième critère, c'était l'écoute, pour aller donner la connexion. Le troisième, c'est... moi, je trouve que c'est personnalisé. Pour moi, un bon amant, c'est un homme qui me fait me sentir unique, spécial, extraordinaire, exceptionnel. C'est moi et c'est pas la voisine d'à côté. Et alors, je suis la princesse, quoi. Je suis la reine, je suis la princesse, je suis vraiment... Voilà. Je suis spéciale, quoi. Voilà. Et du coup, comment il va me le faire sentir pour moi, par les mots, par la poésie des mots, ou dans l'entrée en matière, dans l'introduction, par le jeu du regard aussi, mais surtout par je vous ai dit, conjuguer le romantisme et le sexe. La partie basse et la partie cœur. Donc, pour moi, un bon amant, c'est quelqu'un qui utilise pendant le rapport sexuel, ou même avant, les mots, et pas n'importe lesquels, des mots qu'il va choisir spécialement pour toi, en utilisant ton prénom, c'est pas mal, et en le répétant. C'est vraiment toi qui s'adresse. Et pas qu'il se trompe de prénom. Et en utilisant sur le moment, il va utiliser des mots qui correspondent à ce que tu vis dans l'instant et qui pourraient te faire monter. Par exemple, je me rappelle des souvenirs, fais monter l'énergie dans ton cœur ou fais monter l'énergie plus haut. Tu vois, par exemple, moi j'aime bien quand le mec il donne des directives, il drive en fait, et qui te disent un peu, pas mets-toi comme ci, mets-toi comme ça, on n'est pas dans une histoire de Kama Sutra, hein, de posture, mais plus ça conjugue avec le romantisme. Voilà, il faut qu'il trouve en fait. L'idée c'est qu'il trouve de nouveau, qu'il trouve avec cette femme-là des mots qui sont ici et maintenant, qui sont juste maintenant, et qui vont mettre l'attention, parce que le mot c'est quoi? Le mot pointe vers quelque chose. Le mot met l'attention soit sur une partie du corps, soit sur, je sais pas, tu es ma princesse, ou tu es mon adorée, ma divine, je sais pas, il peut inventer n'importe quoi, et ça va déployer, d'un coup tu pars dans un univers avec un mot. Ça peut être un scénario, on peut décrire un scénario, tu vois, il y en a qui sont doués plus dans décrire un film, une histoire, etc. Donc chacun avec son style propre, hein. Mais créer quelque chose, voilà, et vous allez voir, souvent en face, les femmes, elles sont plus auditives que visuelles, pour beaucoup, pas toutes. Et donc elles aiment bien l'énergie du mot, des mots qui sont utilisés, qui conjuguent à la fois le côté romantique et à la fois le côté sexuel. Alors ça peut être des mots crus, sexuels aussi, un truc un peu bestial, mais pas que, en fait, c'est un mélange des deux. Débrouillez-vous. Ça va être compliqué. Mais alors, je prends des notes. Tu sais, c'est complexe. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, Véronique? Alors, attends, le mot, tu es ma princesse, tu es mon adorée, tu es mon adolescente préférée, tu es... et puis, en même temps, vas-y, montre-moi ta chatte. Oui, alors voilà, oui. Posez-toi un peu. Donc, voilà, il peut y avoir ce jeu... qui fait grimper quand même, parce que ça amplifie, en fait, le mot va amplifier l'ambiance, et ça va mettre le zoom sur quelque chose qui est déjà là, mais qui, si on ne met pas le zoom dessus, ça passe à autre chose. C'est-à-dire d'une sensation à une autre, d'une pensée à une autre, d'une sensation à une autre pour la femme. Et là, ça met le zoom sur quelque chose qu'on veut cristalliser, et qui fait que ça va l'amplifier. Donc voilà, c'est un indicateur, hein, mais de nouveau, les artistes, les poètes, ils savent très bien, hein. Il y en a qui sont très doués pour ça et moi j'en avais eu un comme ça, un amant qui était extraordinaire. Et je croyais que c'était qu'avec moi, mais en fait j'ai su après qu'il faisait exactement pareil. Mais il personnalisait la copine d'à côté, parce qu'elle me l'a dit après. Sauf qu'elle part pareil, hein, elle était montée au plafond, elle croyait que c'était que pour elle. Donc chacune croyait que c'était que pour elle. Il était trop mais doué dans la personnalisation, c'était vraiment incroyable, quoi. Ce savoir-faire, c'était inouï, quoi. Tu te disais, mais ce n'est que pour moi, c'est évident, quoi. Arrêtez. Voilà, donc bon. Voilà. Quatrième critère, c'est l'attention.
elle a tension, pas l'attention. J'ai déjà parlé d'être attentif, mais là, c'est l'attention. Et l'attention, c'est quoi? Il faut pour qu'il y ait du désir chez la femme qui soit entretenu toujours et encore, il faut qu'elle projette mentalement que cet homme-là n'est pas capté, n'est pas acquis, n'est pas une servière. Les femmes sont compliquées, hein. Je vous assure, c'est pas facile d'être un homme. Parce qu'elles veulent un homme à égalité, égalité des droits, égalité dans les tâches, égalité relationnelle, émotionnelle, etc. Et en même temps, au lit, sexuellement, si le mec il est complètement acquis et que voilà, et ben voilà, elle le désire moins, voire plus, parce qu'il est acquis. Donc ce qui va faire grimper l'état amoureux, c'est l'asymétrie. Je l'en ai déjà parlé dans une autre conférence qui s'appelle Les lois de l'érotisme. Vous relirez, vous irez voir. Ouais, vas-y, pose une question, mais je termine juste ma phrase. L'asymétrie, c'est la relation non symétrique. Il y en a une qui est plutôt en train de courir derrière l'autre, enfin la femme qui court derrière le mec, par exemple, parce qu'il n'est pas acquis. Et du coup, la projection mentale, c'est ce mec-là, je le désire. Pourquoi? Parce que il est en train de désirer ma voisine, ma copine, par exemple. Voilà, ça m'excite parce qu'il n'est pas acquis. Alors évidemment, c'est pervers, parce qu'il y a la rivalité avec une autre, mais en même temps, comme il n'est pas acquis, il plaît à d'autres femmes, bah, du coup, moi, ça m'excite. Enfin, je parle de moi, mais il n'y a pas que moi. Hein, parce que j'ai quand même interviewé pas mal de femmes là-dessus. Si le mec, tu sais qu'il ne tient qu'à toi, il n'aime que toi, il ne veut que toi, et que toi, bah, t'es contente, parce que tu te dis, ah ouais, super, il est engagé, ça y est, j'ai quelqu'un, c'est sécurisant, je suis contente et tout, magnifique. Mais après, tu le désires moins. Ah, c'est bizarre. Ben non, c'est pas bizarre, parce que les femelles ont besoin d'avoir des mâles qui sont des étalons, qui ne sont pas captés. Et ça, c'est au niveau de la biologie. On s'intéresse, je vous rappelle qu'il y a 20% des mâles qui intéressent 70% des femelles. Et c'est les étalons, en fait. Donc, c'est les hommes qui plaisent à toutes les femmes. Voilà. Donc, du coup, c'est pas étonnant que celui qui est trop acquis, ben, il est moins désiré. Donc, on va le traiter de moins bon amant. C'est pas pour autant qu'il est un bon... Techniquement, il peut être un très bon amant. C'est juste qu'il n'est pas... il n'y a pas assez de tension dans la relation. Il n'y a pas assez de manque. Donc, il n'y a pas assez d'état amoureux. Parce que l'état amoureux qui est pathologique, ça naît du manque. Donc, il faut qu'il y ait quand même une tension ou des conflits ou je ne sais pas quoi, à trouver des tensions. S'il y a trop de tension, certaines femmes vont dire « Ah oui, mais j'ai la migraine parce que je ne peux pas faire l'amour quand il y a des conflits. » Et quand il n'y a pas assez de tension, elle va dire « J'ai la migraine parce que je m'ennuie, je n'ai pas envie de faire l'amour. » C'est toujours pareil, la routine. Voilà, donc compliqué. Oui, tu veux dire quelque chose? Quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, non, c'est le terme acquis que je ne saisissais pas trop. Lequel? Acquis. Oui, oui, le terme c'est acquis. un homme qui est à ton service. Il est à toi, rien qu'à toi, et il te vénère, il t'adore, et il te dit oui, mais moi je serai très fidèle et tout le temps, et je regarde aucune autre femme parce que tu me combles tout le temps, et donc, ce qui est forcément faux d'ailleurs, parce que pas combler quelqu'un tout le temps, et que du coup, voilà, acquis quoi. Et donc la femme, elle adore, distance, parce que c'est quand même vachement sympa, on cherche quelqu'un qui s'engage et tout, mais au bout d'un moment... Ben, écoute mon coco, quelque part, t'es trop acquis. T'es trop à mes pieds. Voilà. Donc, presque, elle dirait, va te trouver des nanas pour, pour que je sois un peu jalouse, pour que du coup, je sois plus excitée. Hein, pour que ça... Bon, on le sait d'ailleurs, les histoires d'infidélité, puisque moi j'ai des couples avec des infidélités, très souvent, et ben, dès que, par exemple, ils s'entendent moins au niveau de la sexualité, c'est la routine, c'est un peu bloqué. Le mec, il part sur une autre nana, et du coup, la femme, elle le sait, qu'il l'a trompé, et d'un coup, la sexualité repart comme ça. Juste pourquoi? Parce qu'il y a une tierce, c'est tout. Bon, à la fois, elle dit « Ah ouais, c'est dégueulasse, il m'a trompé, c'est nul, il ne devrait pas », sauf que ça l'excite. Voilà. Parce que c'est asymétrique. Elle lui court derrière, parce qu'il est parti voir une autre femelle. Bon, c'est tout bête, hein, c'est un peu neuneux, mais c'est comme ça que ça marche. Bon, voilà. Donc l'attention, on est, pour certains plus que d'autres, il y a des profils il y a des profils de femmes, comme moi par exemple, qui sont plutôt corticalisés, et ça va être la projection du mental, c'est-à-dire l'idée que je me fais du partenaire, qui est sexy, pas sexy, voilà, ça peut être sur les critères esthétiques, mais pas que, ce que je projette sur l'autre mentalement, qui va créer l'état amoureux et qui va créer le désir.
Donc un désir répété, qui n'est jamais tari. Et pour autant, il y a des femmes qui sont beaucoup plus charnelles, qui sont beaucoup plus dans le corps et incarnées, et qui sont beaucoup moins dans le mental. Donc pour celles-là, selon, voilà, elles ont moins besoin de ce truc du mal non acquis, machin, tout ça, parce que ça c'est mental quand même. Hein. Vous avez compris, c'est vachement à l'idée que le mec parte voir ailleurs, alors à ce moment-là ça l'excite. Bon, ça c'est vachement dans la tête ça. Hein. Donc il y a des femmes qui sont plus dans le corps et qui n'ont pas besoin de tous ces traits-là. Donc ça dépend sur qui vous tombez. Donc dans ce que je suis en train de dire, c'est un bon amant, c'est celui qui connaît le profil de la femme avec qui il est. Soit un profil plus incarné, charnel, instinctuel, soit un profil plus mental. Et là, il faudra plus de mots, plus... voilà, c'est plus mental, quoi. Plus d'histoires, de films, de rédaction de scénarios, de scripts, trucs comme ça. Ou pas. Hein. Bon, voilà. Alors, autre chose. Cinquième critère. Cinquième critère, c'est la communication. Alors la communication, je vous ai dit, c'est quand même normalement c'est un essentiel. Hein, je répète, il n'y a pas c'est pas dans l'ordre, mais la communication, c'est des temps qui ne sont pas forcément pendant le rapport, c'est plutôt après ou avant, et c'est plutôt des temps où on va dire à l'autre, apprendre à l'autre, on va donner les codes, ce qu'on aime en termes de sexualité. Donc on va apprendre à guider l'autre ou à lui donner ses codes. Encore faut-il se connaître. Donc je propose souvent des exercices à faire pour communiquer, parce que c'est souvent un sujet tabou, hein, la sexualité. Est-ce que majoritairement, je ne suis pas sûre que les personnes qui sont en relation sexuelle avec quelqu'un mettent des mots sur alors, t'as aimé que je te touche comme ça, ou qu'est-ce que t'aimes, ton clitoris, t'aimes que je te le touche comme ci, comme ça, comment, un doigt, deux doigts, trois doigts, 10 doigts. Donc, je suis pas sûre que les gens communiquent beaucoup autour des parties techniques, quoi, des aspects vraiment précis, parce que d'ailleurs, il faudrait déjà que la femme se connaisse, ce qui n'est pas du tout gagné. Hein. Moi, j'ai une copine qui est coach en sensualité, elle me dit, mais elle fait des cours pour les femmes pour qu'elles apprennent à savoir comment fonctionne un clitoris, la glace, le miroir, le machin, comment. Elles ne savent pas, en fait. Elles ne se connaissent pas assez. Surtout si elles ont peu pratiqué les rapports sexuels, donc elles ne se connaissent pas, ou si elles ne se masturbent pas, elles ne se connaissent pas. Donc déjà, il faut se connaître, et en plus, il faut se connaître, il faut savoir qu'est-ce qui augmente le plaisir. Alors là, de nouveau, ce sont souvent les hommes qui peuvent, par la communication intelligente, quoi, pertinente, apprendre à faire découvrir à la femme ce qui est bon pour elle. Mais encore faut-il se poser les questions et puis après pratiquer, guider. Donc il y a des exercices comme ça qu'on met en place souvent dans les stages de tantra où on dit à la femme par exemple, il lui fait un massage, incluant ou pas les organes génitaux, ça peut être un massage sans passer par le sexe, hein, mais on lui demande à la femme de guider, de dire ah oui, plus en haut, plus en bas, plus lent, plus doux, plus ferme, plus ceci, moins cela, voilà, oui, non, c'est le massage du oui-non. Où on apprend à la femme à guider, donc à sentir si c'est bon pour elle ou pas bon pour elle. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent même pas si c'est bon, c'est la confusion, quoi. Et le féminin blessé, ce qu'on appelle le féminin blessé, moi c'est le féminin abusé, le féminin qui a eu des hommes qui ont été une représentation de l'homme qui est abuseur, en fait. Et ben souvent, elles ne savent pas trop ce qu'elles aiment, quoi. Elles ne savent pas si ça leur donne du plaisir ou pas. Donc c'est compliqué pour elles. Donc, du coup, mettre en place des exercices comme ça de guidage, c'est-à-dire la femme guide l'homme en lui disant, voilà, essaye comme ça, essaye de me caresser les seins comme ça. Voilà. Puis après, elle peut se faire une idée si c'est bien ou pas. Et si c'est pas bien, elle lui dit de ne pas continuer, quoi. Voilà. Mais si elle ne dit rien, elle ne va pas obtenir ce qu'elle veut puisqu'elle ne parle pas. Elle attend que le mec la devine. Ça, c'est le problème souvent dans les couples, c'est que... la femme attend que le mec sache tout pour elle, quoi. Alors, poupée passive, fais ce que tu veux de moi. Et donc, du coup elle n'ose pas prendre des directives de guider, déjà parce qu'elle ne se connaît pas suffisamment, et d'autre part parce qu'elle ne demande pas, en fait. Et elle n'ose pas, il y a une inhibition de dire « Attends, mais je vais oser te demander de te guider ». Donc,
Je comprends que ce soit un peu difficile pour les femmes de dire d'emblée ou dans troisième rapport sexuel, de dire attends, je vais te dire ce que moi j'aime. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas, hein, surtout les plus jeunes. Mais en même temps, ils n'ont qu'à mettre en place des protocoles, c'est-à-dire de dire tiens, on va faire un exercice, enfin un exercice, on n'appelle pas ça un exercice, on va faire un petit jeu. Alors voilà, pendant, je sais pas, 20 minutes, c'est moi, tu te mets à mon service et je sais pas, tu me caresses et moi je te dis ce que j'aime. Tu me caresses, tu démarres, voilà, tu me caresses comme tu veux et moi je te guide en prenant la parole et à chaque fois je te dis si ça me plaît pas, va plus par là, moins par là, plus comme ci, moins comme ça, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Voilà. Parce que du coup ça permet dans cet exercice à ce que la femme se découvre avec cet homme-là pour qu'il devienne un bon amant pour elle. Mais en le guidant, en lui faisant connaître ses codes. C'est pas idiot comme truc. Il faut oser le faire. Alors, c'est des exercices qui marchent très bien. Voilà, il faut sortir de l'inhibition de la parole. Voilà, c'est guider son partenaire. Je peux. Ouais. Oui, en parlant d'exercices, j'ai fait un exercice qui est basé que sur des caresses. Ouais. Mais c'est une recherche que j'avais fait, une méthode qui s'appelle carezza. Ça veut dire caresser en italien, mais c'est une pratique qui se rapproche un peu du tantra. Oui. Et donc, On caresse quoi? on se caresse pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure, mais sans chercher À faire à jouir. une solution, quoi. Voilà, Oui, sans chercher l'orgasme. voilà. Oui, Comme ça c'est c'est vrai que dans la sexualité tantrique, on fait des explorations comme ça, où on amène les deux partenaires à ne pas chercher à aller vers l'orgasme. Donc ça c'est intéressant d'explorer. D'ailleurs, ça fait partie des critères pour moi qui augmentent une sexualité intéressante, et notamment un bon amant, si tant est qu'il y ait des beaux amants. Ça serait justement d'avoir envie d'explorer différentes formes de sexualité. Donc, une des formes de sexualité, la sexualité tantrique, on ne cherche pas à aller aboutir à un orgasme. On lâche l'affaire de l'orgasme, on lâche l'objectif et on s'intéresse au chemin. Et au chemin, c'est le jeu des caresses. Donc, on fait des massages ou des caresses, on propose ça pour juste la sensualité, la tendresse aussi qui circule, enfin le bon quoi, le plaisir du toucher, sans chercher à se mettre la pression pour aboutir à un orgasme ou pour satisfaire l'un ou satisfaire l'autre, ou se satisfaire soi ou satisfaire l'autre, c'est juste pour prendre du plaisir au passage. Voilà. Donc c'est une autre démarche qui est intéressante aussi. Donc ça c'est effectivement, là, on vient d'en parler, mais ça c'est des préconisations qu'on peut vous donner, hein, c'est de faire des moments, d'avoir des moments au lieu de faire des rapports sexuels où il y a un aboutissement à l'orgasme, où vous cherchez l'orgasme, et vous cherchez rien du tout et vous essayez de voir ce que ça donne. Voilà, c'est d'autres démarches parce que ça va augmenter une curiosité de la découverte du corps sous d'autres formes. Et si vous faites des exercices comme ça, ce qui est important, c'est le débrief. C'est à la fin, chacun dit son vécu. Voilà. Mais oui, ça peut être intéressant. Sinon, la sexualité traditionnelle, qui pour moi n'est pas celle d'un bon amant, parce qu'il ne connaît que celle-là, c'est la sexualité traditionnelle, c'est l'orgasme du sommet. C'est je cherche à avoir un orgasme et à faire avoir un orgasme à la femme avec qui je suis. Et une fois qu'elle a joui ou que j'ai joui, ça y est, c'est bon, plouf. Dodo. Donc, évidemment, ça peut être sympa. Hein. C'est ce qu'on appelle aussi une sexualité fantasmée, fantasmatique. Donc, l'homme va utiliser, ou la femme, vont utiliser des fantasmes, des supports fantasmatiques pour aller vers l'orgasme. Mais why not hein. C'est pas que, je sais pas, pourquoi pas. C'est juste que c'est pas très varié. C'est un peu pauvre en termes d'options, quoi. Il n'y a que ça, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sexualité traditionnelle. La sexualité, sur un autre spectre de la sexualité qu'on peut explorer, c'est cette sexualité sans chercher à aller vers l'orgasme. Parce qu'à un moment donné, l'orgasme arrive, mais c'est un orgasme dans l'abandon. C'est dans le laisser faire, c'est pas dans le faire quelque chose. Et c'est sans les fantasmes. On enlève tous les fantasmes, tous les supports, et on voit ce qui se passe. Et justement, souvent, on aboutit à quelque chose de plus grandiose que ce qu'on imagine. Mais encore faut-il expérimenter et se déshabituer de l'histoire d'utiliser les fantasmes pour aller forcer l'excitation, pour aller vers l'orgasme. Voilà, c'est le forçage. Il y a des gens qui font des efforts pour aller vers l'orgasme. Il y en a beaucoup, hein. Force. Alors, bon,
pour moi, c'est pas ce que j'appelle des bons amants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne manient pas bien la sexualité classique, c'est juste que le spectre est un peu réduit. Voilà. Plus les gens diversifient et explorent différents types de sexualité, bah, plus ce sont des explorateurs et plus ils savent, ils pratiquent, quoi. C'est de la pratique en fait. Plus ils sont des bons musiciens, si tu veux, puisqu'ils ont l'habitude d'explorer autre chose que toujours la même chose, quoi. Voilà. Mais encore faut-il savoir que ça existe. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que ça existe, ce truc. Donc ils font toujours pareil, quoi. Et la représentation classique pour bien des hommes qui se prennent pour des bons amants, c'est je la fais jouir et donc je suis sûre que je suis un bon amant parce que je l'amène vers l'orgasme et c'est bon pour elle. Oui, c'est bien, mais c'est peu connaître les femmes, ça. Non? Ça ne suffit pas. Ah oui, j'étais sur la communication. Donc la communication, par exemple, je peux vous donner un protocole que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, sur le thème du désir. Je vais le dire. Par exemple, à tour de rôle, vous parlez, vous dites dis-moi une chose que tu aimes chez moi, sur le thème du désir. Donc chacun dit une chose qu'il aime. Après, deuxième question, dis-moi une chose sur laquelle tu penses que nous sommes d'accord, sur le thème du désir. D'accord. Et troisième question, c'est dis-moi une chose de toi que tu penses que je devrais savoir, sur le thème du désir. Après, vous pouvez faire la même chose sur le thème de la sexualité, sur le thème de l'amour. Vous pouvez changer les thèmes. Mais voilà, 3 questions, et chacun parle à tour de rôle, sans interrompre l'autre. Il y en a un qui parle, l'autre il écoute. Et après, vous reposez la même question. Dis-moi une chose que tu aimes chez moi. Dis-moi une chose sur laquelle tu penses que nous sommes d'accord. Dis-moi une chose de toi que tu penses que je devrais savoir. Donc, c'est des questions comme ça qui mènent à une meilleure connaissance de l'autre. Parce que si on ne les pose pas, on ne dira pas des choses comme ça, précises. D'abord, on ne les conscientise pas, donc on ne les nomme pas parce qu'on n'en a même pas conscience. Et du coup, ça amène à réfléchir aussi sur soi. Tiens, en fait, c'est quoi que j'apprécie vraiment? Qu'est-ce qu'il devrait savoir qu'il ne sait pas et que je pourrais lui dire en plus de ce qu'il ne sait pas? Des choses comme ça. Donc, ça peut être intéressant de communiquer sur le thème de la sexualité. Autre type de dialogue sur l'intimité sexuelle, par exemple. Enfin, je vous donne des idées. Hein. Je me sens excitée quand, 3 petits points. Et chacun va dire à tour de rôle, je me sens excitée quand ceci, tu fais ça comme ça, ou tu, je sais pas, ou tu me regardes comme ça, ou tu me mets la main là, voilà, ou que tu me dis ces mots-là, enfin, bref. Petit 2, je me débranche de mon désir quand. Voilà. Tiens, il faudra que je dise aussi ce que n'est pas un bon amant, hein, c'est là où ils font des ratés. Je me débranche de mon désir quand. Troisième question, l'intimité pour moi ça signifie, et vous développez. Quatrième question, le désir sexuel pour moi ça signifie. Voilà, donc chacun parle de lui. Cinquième question, je me sens désirée lorsque tu. Parce que c'est vrai qu'un des critères aussi, c'est quand la femme se sent désirée, si l'homme bande pour elle, des fois il bande mais il ne la désire pas, mais qui sent qu'elle est désirée, ça va augmenter aussi, ça va la détendre parce qu'elle va se dire j'ai confiance en moi, il me désire. Donc déjà ça matche mieux pour une femme. Elle préfère des hommes qui la désirent que des hommes qui ne la désirent pas en général, parce que ça les met en confiance. Et puis, et c'est vrai que la plupart des femmes, elles disent moi j'aime bien me sentir désirée, j'aime bien quand je sens que l'homme il bande pour moi, parce que je me sens désirée. C'est pas toujours vrai, hein, un homme qui peut ne pas bander, il a désiré. Parce qu'il se met la pression des fois, ou parce qu'il y a un problème mécanique. Mais voilà, donc là, la question, c'est je me sens désirée lorsque tu. 6e question, tu m'excites lorsque tu. 3 choses. 7e question, 3 choses positives que j'imagine que tu penses de moi sexuellement, c'est. 3 choses positives que je pense de toi sexuellement, c'est. Bon, vous réécouterez. Hein. Une chose que j'apprécie vraiment pendant les préliminaires, c'est. Une chose que j'apprécie quand on fait l'amour, c'est. Une chose que j'apprécie après avoir fait l'amour, c'est. Une chose que j'imagine que tu apprécies quand nous faisons l'amour, c'est. Donc vous avez compris, c'est des questions comme ça qui amènent à vraiment favoriser une meilleure connaissance de l'autre, mais à des temps après, à des temps à froid. Et après de réutiliser ces informations pour les remettre en circulation pendant les rapports sexuels. Voilà. Et donc c'est toujours intéressant d'apprendre le fonctionnement de l'autre parce que c'est pas évident.
Si on n'en parle pas, c'est pas un truc comme ça, crac. Voilà. Autre chose à dire aussi que j'ai pas dite, c'est que les femmes n'ont pas toujours une représentation du masculin, d'un masculin positif. C'est-à-dire les femmes, beaucoup de femmes, on le voit beaucoup aujourd'hui, ont une projection d'un masculin agressif, maladroit, dans le toucher, brutal, ou qui veut les consommer. Elles se sentent prédatées ou objets. Et donc, à ce titre-là, ces femmes-là vont avoir du mal à s'abandonner à l'homme, en fait. Parce qu'elles ont déjà, en anticipation, l'image que l'homme va être mauvais amant. Donc, c'est difficile pour un homme de dépasser ça quand déjà il y a cet a priori pour la femme. Ouais. Oui, en fait, toutes les qualités que tu décris pour un bon amant sont aussi importantes pour la femme qui va faire l'amour avec ce bon amant, parce que la femme aussi doit s'abandonner, être dans l'écoute, dans l'empathie. Enfin, tout ce que les 5 points, ils sont aussi valables pour les femmes, pour la femme. Ouais. Oui, en partie. On pourrait dire comme ça. Oui, en partie, mais on pourrait dire que les hommes ont pour charge de démarrer, de prendre l'initiative avec leur sexe, de montrer leur désir avec leur sexe. Tu connais la boucle, on dit souvent dans le tantra comme ça, que c'est l'homme qui initie avec son désir, avec son sexe qui bande en fait, en érection. Il va vers la femme, il va faire allumer le feu en fait dans le ventre de la femme au niveau de son énergie sexuelle, qui elle va recevoir donc l'énergie sexuelle de l'homme dans son bas-ventre pour faire monter dans son cœur, qui après une fois que c'est dans son cœur va ouvrir le cœur de l'homme, qui va faire redescendre l'énergie dans son sexe, et ça va faire une boucle comme ça de circulation énergétique. Donc, oui, c'est donc l'homme il peut initier, en général, d'initier. Il peut initier, on peut demander ça à l'homme d'initier, mais c'est quand même une partie qui se joue à deux. On ne peut pas attendre que l'homme fasse tout. Non, mais c'est sûr que la poupée passive comme ça ne va pas le faire non plus. Mais ça, c'est la prochaine conférence, comment les femmes peuvent être de bonnes amantes. Mais c'est vrai que sur le démarrage, quand même, tu vois, sur le fait que l'homme montre qu'il a du désir, qu'il est donc souvent en érection, et encore là c'est pour les femmes, parce qu'il y a une partie des femmes qui aiment bien la pénétration et une partie qui n'aiment pas la pénétration, parce que celles qui sont des femmes blessées et qui ont des a priori négatifs, elles veulent des longs préliminaires et elles veulent être caressées pendant des heures, voire être que caressées. Tu vois, la pénétration, ça leur fait, c'est un cauchemar quoi. Et en plus, si tu as des hommes qui ont alors il y a la taille du sexe, tu as des hommes qui ont des sexes gros et d'autres qui ont des petits sexes. Donc si pour certaines femmes, les gros sexes, c'est pas accordé à elles, donc ça leur fait mal. Donc, et puis plus l'anticipation négative, donc ça leur fout les boules. Donc tu vois, c'est aussi, ça se joue aussi avec toi en tant que femme et tes a priori que tu vas avoir sur l'homme. Donc c'est vrai que il y a des femmes qui vont préférer des amants qui ne font que les caresser pendant des heures, des masseurs en fait, voire les caresser sur le clitoris ou sur que les toucher quoi, tu vois, juste, et pas les pénétrer. Et il y a des femmes, c'est pas du tout. Et les femmes qui aiment bien être pénétrées, en général, c'est celles qui ont fait l'alliance avec le masculin, c'est-à-dire qui n'ont pas peur de l'homme en général, et qui vénèrent le principe masculin dans le principe, donc qui peuvent s'abandonner à l'homme en général avec un grand H, pas qu'à cet homme-là. Tu vois voilà. Alors que les autres, c'est plus ce qu'on appelle le féminin blessé, ce sont des femmes qui ont plus de difficultés avec le masculin. Donc elles vont avoir des goûts pour elles, les bons amants, c'est les hommes qui les caressent pendant des heures en fait, ou qui jouent beaucoup avec les préliminaires, mais qui ne les pénètrent pas brutalement pendant 107 ans parce qu'elles sont là en train de se dire c'est pas mon truc quoi. On m'avait interviewé sur les femmes hétéros qui deviennent homo. Des fois, c'est des cas comme ça. J'ai fait des expériences sexuelles avec des hommes. Bon, c'est pas mon truc, quoi. C'est un bourrin, donc je préfère. Les femmes, c'est plus doux, ça touche, c'est pas brut, etc. Mais c'est pas toutes les femmes. Faut voir, on n'est pas toutes les mêmes quand même. Ouais, tu voulais dire quelque chose sur ces femmes-là? Voilà, donc
Donc oui, il y a des femmes qui vont pas... Là, j'ai dit des généralités, mais il y a des femmes qui vont dire, mais pour moi, le bon amant, c'est l'inverse, en fait. C'est un homme qui est beaucoup plus délicat, voilà, qui me touche pendant des heures, et moi, j'adore ça. Et puis d'autres qui vont dire, bon, c'est bon, là, il va me toucher quand 107 ans, il y va quand? Tu vois. Donc, bah voilà, mais en même temps, c'est important de connaître les goûts, et c'est pour ça que la communication, ça peut être un élément important, après, de savoir... de mettre des mots, mais là, ce n'est pas des mots romantiques ou des mots poétiques. Là, c'est pas pendant, c'est après, c'est avoir des informations sur le fonctionnement de l'autre pour essayer, sans se mettre la pression, je rappelle, sans se mettre la pression, parce que si on connaît, on a des infos sur l'autre et qu'on commence à se mettre la pression, en disant, elle a dit dans le dialogue l'autre jour qu'elle aimait bien particulièrement que je la touche avec un doigt comme ça et l'autre doigt comme ça. Oh putain, je ne suis pas en train de faire le bon geste, merde, ça va rater. Tout. Donc là, c'est foireux. Il faut se détendre un peu, hein, parce que, ok d'avoir des infos, mais c'est pas pour faire parfait, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Parce que plus on se met la pression, et plus on est dans le mental, et plus on s'agite, et moins on est dans les sensations, moins on peut se détendre. Donc on peut pas aller dans un plaisir. Aussi, hein. On peut rigoler aussi. Oui, on peut rigoler aussi quand on met moins d'enjeux. Parce que quand on se met beaucoup d'enjeux, que c'est sérieux, qu'il faut qu'il y ait du plaisir, que l'homme doit satisfaire la femme, que la femme doit satisfaire l'homme, enfin là, on est sur le bon amant, donc lui, il est censé satisfaire la femme et il est complètement tous yeux centrés sur elle, à regarder, est-ce qu'elle a un sourire, est-ce qu'elle a scruté. Alors au bout d'un moment, alors, il y a le bon côté, c'est toujours l'excès qui nuit. Bon amant, c'est pas quelqu'un, alors c'est quelqu'un qui est attentif, certes, mais s'il scrute comme ça et qu'il est attentif, alors c'est quand qu'elle a quelle heure et tout. Au bout d'un moment, c'est stressant, quoi. Tu sens que l'autre, il n'est pas là, quoi. Il est vraiment dans son trip à être complètement centré sur toi. Voilà. Et voilà. Vous avez des remarques ou des questions? Bah, il n'y a plus qu'à maintenant. Vous vous entraînez. Vas-y, passe. J'aimerais... alors déjà, merci pour Ces ces idées qui sont excellentes. Ça nous ramène à notre propre expérience et on a beaucoup de choses à apprendre, en tout cas, de ce que tu as pu dire ce soir. Est-ce que tu pourrais préciser sur la notion de multi-orgasme que tu disais? Ah oui, pour les femmes. Oui, est-ce que tu peux dire un peu plus? Oui, c'est vrai que je parlais comme ça en 30 secondes des femmes multi-orgasmiques ou des femmes fontaines aussi, dont on parle parfois. Donc c'est pas forcément accessible à toutes les femmes et c'est pas non plus un salut pour les femmes d'avoir des multi-orgasmes. C'est pas une finalité en soi. Ça ira pas mieux dans ta vie si tu es multi-orgasmique ou pas. Parce que là, je cherche l'aboutissement. Je dois devenir performante en sexualité. Et le bon partenaire masculin, le bon amant va permettre aux femmes d'être multi-orgasmiques ou des femmes fontaines. Bon, ça, c'est encore une représentation un peu... pourquoi pas? Mais si c'est genre, on va prendre des cours, allez, hop, hop, hop. Alors, c'est maintenant que t'es femme fontaine, allez, vas-y, hop. Alors, il y a des techniques, hein, avec le point G, machin. Alors ça s'apprend. Vous pouvez quand même, on trouve des vidéos, ça existe, hein, on trouve des vidéos sur Internet, sur des techniques pour masser le point G comme ça, et puis au bout d'un moment, enfin bon, on y arrive, et hop, la plupart des femmes, elles vont arriver à être des femmes fontaines. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est forcément mieux pour elles au niveau de la sensation. Il faut quand même les interviewer, les femmes, parce que parfois même, elles ont tellement l'idée que « Ah, ouais, tu as réussi à me faire jouir en femme fontaine, j'en ai mis partout dans le lit, c'est de la cyprine, hein, c'est un liquide comme ça. Ça y est, j'ai touché l'orgasme, ça y est, j'y suis, c'est trop bien, tu es le meilleur amant de ma vie. » En fait, pas tant que ça, c'est comme les hystériques là, que je disais tout à l'heure au début, qui n'arrêtent pas de hurler. Ça ne veut pas dire qu'elles sentent grand-chose, en fait. Parce qu'il y a un décalage entre ce que je me raconte et ce que je sens vraiment. Donc c'est important de ne pas trop courir derrière les multi-orgasmes, c'est plutôt de se détendre avec ça. Et pour le mec, tous les conseils que je te dis, souvent, que j'ai donnés, s'il y a vraiment la connexion et que la femme est amoureuse de toi, en général, elle va et si elle se détend, si elle ne cherche pas trop à te satisfaire, à se mettre la pression pour bien faire,
les orgasmes vont être plus faciles. Si elle n'a pas se représenter d'un masculin brutal, maladroit, s'il y a aussi la délicatesse, c'est-à-dire tu vois quelque chose où tu ne vas pas trop fort, trop vite, et qu'il y a des moments où tu y vas, mais il y a des moments où tu lâches, etc. Donc tout cet accordage, là, cette justesse du toucher, ben, en général, les femmes, elles vont au multi-orgasme simplement quand elles se détendent et qu'elles ne se sentent pas en insécurité. Parce que le corps peut se sentir en insécurité en mode fermeture, crispation. Donc ça peut donner même le vaginisme ou les MST, enfin tous les champignons, les machins comme ça que les nanas elles se tapent en général, c'est parce qu'elles se sont senties agressées par un mâle trop maladroit pour elles. D'accord ? Donc elles développent des barrières, même somatiques, hein, pour éviter que le mec revienne en fait. Et donc, du coup, ben, c'est un ajustage et ça se fait aussi dans le temps. Il faut dire qu'une bonne sexualité, ça peut se faire d'emblée. C'est plutôt pas mal si ça se fait d'emblée et que c'est fluide d'emblée, mais ça peut aussi se faire avec le temps. Hein ? Ça peut évoluer, ça peut changer en se connaissant mieux, en se détendant, en s'abandonnant. Voilà. Mais les femmes peuvent, en pratiquant, peuvent se découvrir aussi multi-orgasmiques, à condition de lâcher les barrières. Les hommes en général sont brutaux, et en particulier celui-là n'est pas ajusté à moi, n'est pas accordé, pas à l'écoute. Tu vois, voilà. Ou il m'aime pas assez, ou j'ai pas assez confiance. Parce qu'il faut. Alors là, ce qui est compliqué, si je parle de sécurité, il faut à la fois que la femme se sente en sécurité, mais pas trop. Vous avez vu, quand il y a trop de sécurité, j'ai pas assez de tension, donc je ne désire pas. Je ne suis pas assez émoussée, j'ai pas assez de stimulation amoureuse. Donc voilà, donc il faut ni trop ni trop peu. C'est le juste dosage qui est compliqué. Et quand tu es dans le juste dosage, tu vas créer, tu vas révéler des femmes multi-orgasmiques. Et en fait, ça vient tout seul. C'est pas. Après, il y a les fameuses techniques, vous pouvez les apprendre. Vous pouvez vous amuser à faire les techniques, là. C'est souvent, vous avez jamais vu ça dans les massages? C'est du massage, ça se trouve dans le massage sexuel. Il y a des formations au massage sexuel, de la femme vers l'homme et de l'homme vers la femme. Donc oui, le massage sexuel, c'est technique, quoi. C'est vraiment, ça s'apprend. On apprend à faire une fellation, on apprend à... ça c'est pour les femmes, et là je suis sur l'inverse. On apprend à faire un cunnilingus, on apprend à mettre un doigt pour aller... voilà, il y a une technique de massage pour qu'elles deviennent des femmes fontaines, et ça s'apprend. Ça existe? Mais je ne savais pas, vous ne saviez pas que ça n'existait pas? Mais si, ça existe. Oui, il y a des formations. Ça s'apprend? Ah oui, complètement, c'est technique. Et il y a une technique à choper, tu t'entraînes, et hop, après c'est bon. Il y a des cours. Si, à un moment donné, il y avait par exemple dans les cours comme ça, il y avait l'orgasmic meditation, où les hommes circulaient sur les femmes et les masturbaient, enfin il y avait un protocole, quoi. C'était complètement technique, et donc l'idée c'était que plus les femmes jouissent et plus elles sont heureuses dans la vie, et moins elles font chier les mecs, quoi, en clair. Je te le fais en cours. Donc c'est tout bénef pour les mecs qui finalement ont la paix dans le ménage et tout va bien. Parce qu'elles sont heureuses sexuellement, et donc du coup elles sont des bonnes mères, elles sont contentes, elles sont épanouies, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, parce que les femmes sont importantes quand même. C'est le féminin dans le monde, c'est très important qu'elles soient heureuses sexuellement. Donc on apprenait aux hommes à bien caresser une femme, quoi. Voilà. Tu vois, donc il y a des cours, ça existe, des cours il faut bien renseignez-vous, mais il y a des vidéos qui circulent pour apprendre à s'entraîner sur comment, pour les hommes, faire en sorte un massage du sexe de la femme ou des seins, etc. Et simultanément, tu touches les seins, puis après tu touches le sexe et tu mets un doigt comme ci et un autre doigt comme ça. Et en fait, il y a vraiment des techniques. Donc tout s'apprend. Après, c'est des entraînements. Après, ça s'ajuste avec la femme, mais si elle guide aussi en disant oui, après elle fait un débrief, on dit oui, ben là c'était super, ou ben là c'était un peu trop rapide à cet endroit-là, voilà, parce que je sais que le clitoris est tout petit, donc après il faut savoir vraiment à quel endroit, c'est au millimètre en fait le truc, hein. Donc tu as un millimètre près en bas, en haut, machin, et là t'es pas au bon endroit. Donc il faut le savoir, hein, c'est à 1h15 en fait le bouton touché comme ça, vite, moins vite, machin. Bon, il faut s'entraîner. Je vous ai dit, c'est une pratique, donc c'est vraiment de l'entraînement. Et malheureusement, si les femmes ne sont pas curieuses de découvrir parce qu'elles ont des a priori négatifs,
sur les hommes ou sur la sexualité ou qu'elles n'ont jamais été révélées et qu'elles n'ont pas le goût, ça va être compliqué. Il faut descendre sur le terrain quand même. C'est pas en restant chez soi entre ces 4 murs qu'il va se passer grand-chose. Bah oui, ça demande un esprit de curiosité et pas trop d'insécurité. Parce que je suis très insécurisée et que tous les hommes sont des dangereux prédateurs. Et je vais pas me laisser. Et puis mon temple est tellement sacré, qui est tellement sacré que je vais rien faire du tout. Du coup, je vais jamais découvrir quoi que ce soit. Alors prenez pas mes propos comme excessifs. Je vais pas non plus ouvrir tout à tout le monde et allez-y, voilà, parce que je me respecte pas. Donc il y a la nuance entre je me respecte, je suis sélective, mais en même temps, si je descends jamais sur le terrain, je vais généraliser. De 2 hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, je vais dire tous les hommes sont pareils. Donc moi j'aurai jamais d'orgasme, donc au revoir, je vais sublimer, je vais faire autre chose, je vais devenir nonne, et puis terminer la sexualité, au revoir. C'est tous des nuls, quoi. Non, c'est pas du tout vrai. Il faut juste aller un peu sur le terrain et trouver des hommes qui sont à la fois dans le délicat, dans le subtil, dans le sensible, donc qui ont une polarité féminine développée et qui ont à la fois le côté incarné, qui sont dans le corps et qui sont à la verticale, quoi. Voilà, c'est difficile à trouver, mais il y en a quand même. Et ça se développe. Ouais, Oui, non, ça fait beaucoup de choses à apprendre. Mais bon, j'ai une feuille de route. Non, je voulais dire ce qui était un petit peu... moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans une relation de couple, souvent, au début, c'est globalement assez facile dans la sexualité. Et après, il y a cette notion d'apprentissage, moi, qui m'est venue, effectivement. Et ça nécessite de conserver cette notion d'amant dans le couple, au final, et de ne pas rester que, je sais pas, ou le mari, ou le père, ou etc. tout à fait. Et en plus, c'est variable avec le temps, les événements de vie, etc., qui vont venir parcourir un petit peu la vie de couple. Et donc, ça crée énormément une sorte de complexité. Mais par contre, je retiens quand même qu'il y a effectivement des sortes de... tous ces petits tips que tu as donnés, qui permettent quand même de faciliter, de mettre un petit peu de lien dans cette notion. Ouais, pour enrayer ce dont tu dis, qui est la routine, qui est le fait d'être pris dans une logistique. On est chacun affairé à nos tâches, fonction mère, fonction professionnelle, et on ne dédie pas assez de temps à l'art de faire l'amour en couple. Il faut vraiment être d'accord en tant que partenaire, compagnon de route, de dédier du temps à ça. Il faut que vous soyez tous les deux d'accord. Si y en a un qui n'est pas d'accord, c'est mort. Donc les deux doivent être d'accord c'est un art, donc ça prend du temps. C'est comme tu as un instrument de musique, tu ne fais pas de la guitare. Si tu apprends la guitare, tu ne fais pas de la guitare 1 fois par semaine, tu fais tous les jours. C'est pareil. Donc le plus souvent possible. Mais par contre, ça veut dire que ça devient une priorité dans votre vie. Alors à quelle heure vous faites ça ? Il va falloir vous débrouiller pour ne pas reléguer ça au camp. On fait ça après toute chose. Parce que le soir, tu es fatigué, tu n'en peux plus, c'est pas du tout. Donc, est-ce qu'on en fait une priorité ou pas ? Mais il y a beaucoup de couples, je vous rappelle, qui sont cimentés sur la sexualité quand même. Et pourquoi est-ce qu'on laisse la sexualité délitée ? Parce qu'on ne met pas la priorité dessus. Parce qu'on se dit, on fera ça quand c'est un loisir, toi. Ouais, ou alors c'est une détente, c'est les vacances. Il y en a, ils sont tellement stressés, ils sont tellement stressés dans leur vie, ils ont la pression au boulot et tout, qu'ils se disent, je vais faire l'amour ce soir, ça va me détendre. Genre, on fait l'amour, c'est pas pour s'aimer, c'est pas pour chercher la communion. On fait l'amour pour pouvoir dormir juste après. Pourquoi pas ? C'est une option. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire comme ça. Mais si tu veux, il y a un temps aussi où on peut consacrer vraiment à l'art de faire l'amour. C'est-à-dire vraiment de chercher la communion sexe, cœur et plus haut. Tu vois. Et il y a un temps pour faire dodo, on dit on se fait une petite partie, là, voilà, de jambes en l'air, et hop, comme ça on dort. Ou on était en conflit, hop, on fait l'amour, on se réconcilie. Bon, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas suffisant. Et effectivement, la plupart des couples, ils ne vont pas consacrer du temps dessus. Ce n'est pas une priorité aujourd'hui. Malheureusement. Et pourtant, faites l'amour et pas la guerre. Ouais. Oui, la première fois que j'ai entendu parler de rendez-vous, alors quand on est dans un couple établi de longue date et que j'ai entendu parler de rendez-vous... C'est vrai que vous avez 27 ans de couple, non ? Oui, 27 ans, oui, donc ça va, on a un peu d'ancienneté déjà. Et quand j'ai entendu ça, je me dis, mais attends, on est un couple, on peut faire n'importe quand, on va pas prendre rendez-vous pour faire l'amour. Et en fait, oui, c'est vrai.
Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que c'est comme si on avait rendez-vous avec un amant ou avec sa maîtresse. Quand on fait ça, il y a vraiment un rendez-vous et du coup, l'anticipation de se réjouir, de savoir Ouais. qu'on va passer un moment particulier. Et du coup, tu organises ta vie. Tu vois, si vous avez des enfants, vous savez que vous avez rendez-vous, faites garder les enfants. C'est un moment à part. Et du coup, tu peux t'en réjouir à l'avance. Et du coup, finalement, le truc du rendez-vous, j'ai trouvé ça vachement sympa. Et même, nous, on se le fait de temps en temps et on s'envoie des messages dans la journée, on se chauffe. Ah, c'est Et en fait, je génial. trouve ça vachement sympa, Ouais, quoi. merci de ton témoignage parce que c'est vraiment une. Ouais, ça appuie sur le fait que. Ouais, on y consacre, c'est important, c'est une priorité. On y consacre du temps et on est content d'y consacrer du temps en anticipation. Il y a un rituel, il y a des retrouvailles, c'est un peu lyrique, quoi. Tu vois, c'est joli. Il y a un côté, on sait que c'est quelque chose d'important pour nous. C'est pas juste comme ça, entre deux portes. Bon, de temps en temps, pourquoi pas, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de prioritaire dans notre vie. Et tu vois, là, pour moi, c'est pas forcément la recherche de l'orgasme, c'est plus dans la communion. Voilà, on est dans quelque chose, on va communier ensemble. Faire l'amour, c'est communier quand même. C'est la connexion. Je rappelle, la connexion, c'est le premier point que j'ai lancé, qui est la femme trouve que l'homme est un bon amant quand elle se sent connectée à lui et réciproquement. Ouais. Et ouais, moi je voulais réagir aussi sur le fait, c'est une grande pression pour l'homme en fait. Quand tu parles du thème qu'est-ce qu'un bon amant, et moi quand je l'ai entendu, je me suis dit, qu'est-ce que moi en tant que masculin, est-ce que ça revient mettre en doute aussi Ouais. ma perception d'homme en fait. Tout à fait. Et du C'est coup, vrai, tu viens bien d'en parler. Ouais. le fait de pouvoir m'alléger à essayer et tout le temps m'identifier en tant qu'homme à travers ma relation sexuelle à la femme et trouver aussi d'autres outils qui me permettent moi de devenir un homme sans ma relation sexuelle permet aussi de pouvoir vachement Ouais. se libérer, enfin moi ça m'a Tout appris à à fait. me libérer Ouais. Ah oui, c'est vrai. et à pouvoir m'assumer dans ma virilité et du coup pouvoir l'utiliser dans ma sexualité. Ouais, très juste. Et c'est aussi une rencontre avec la femme aussi. euh, Être un bon amant, c'est aussi une complémentarité avec l'autre. Ouais. Et, donc, Attends, voilà, je vais juste rebondir sur un point essentiel que tu as dit, qui est effectivement, j'ai complètement oublié, mais c'est très juste. Si le bon amant cherche à être vraiment le bon amant et qui se focalise sur ce sujet, alors il y a des techniques, machin, il va se développer, mais c'est vrai que la virilité n'est pas que réduite au bon amant. Un homme qui est un bon amant, effectivement, c'est un homme qui a une assise, c'est-à-dire qui a confiance en lui, dans sa virilité. C'est-à-dire que c'est pas, le sujet d'être un bon amant n'est pas un sujet, il passe pas la journée dessus, tu vois. Parce que quelque part, il se fait confiance intuitivement dans le fait que bon, bah voilà, il l'est, quoi. Enfin, il va savoir faire. Enfin, bon, après, il se développe, il fait des formations, et machin, ce qu'il veut. Mais il y a quelque chose d'assez tranquille sur le fait, c'est la confiance en soi là-dessus. Et la virilité, tu l'as dit très bien, ce n'est pas que être un bon amant. La virilité, c'est tout le masculin. C'est comment je sais que je suis un homme, comment j'appartiens au masculin. Donc, c'est vaste, quoi. Sinon, tu es coincé sur le bon amant et là, tu vas te perdre là-dedans. Et là, tu vas te commencer à te stresser, à être la pression. Et effectivement, si tu te dis « Ah, faut que je sois un bon amant, il faut que… », alors là, c'est parti en mode vigilance orange. Et la femme, elle le sent que tu es comme ça. On s'étend. Et ça peut aussi avoir... Enfin, il n'y a pas de rituel du passage à l'homme, en fait. Moi, quand j'étais adolescent, je devenais un homme quand j'avais une relation avec une femme, en fait. Et du coup, j'ai construit un peu... Enfin, tu construis l'histoire du masculin sur ma relation avec la femme, en fait. Et là où où je me suis allégé dans ma relation et où j'ai pu avoir des relations sexuelles libres et fluides, et où j'étais moi, c'est j'arrête de m'identifier en tant qu'homme qu'à travers ma femme, en fait. Bah ouais. Bah oui, C'est avant tout une complémentarité et tout à du coup fait. tu deviens vachement plus intuitif, instinctif Exact. et sans te stresser à te dire Sur la là c'est relation, interdit et là c'est autorisé, en fait. C'est Tout la à fait. virilité, pour moi c'est l'intuition, c'est le départ de la création, donc du coup il y avait plein de choses que je m'autorisais pas parce que j'avais peur aussi d'incarner ce masculin.
Et c'est un travail perso aussi. Ah bah, c'est complètement un travail perso. Ça ne vient pas qu'avec ma relation avec ma femme. Surtout pas. C'est la relation à la femme, elle ne doit pas être effectivement seulement utilisée pour se sentir viril. Parce que sinon, tu es mal. Effectivement, je reprends souvent dans l'exemple que je te donnais tout à l'heure, on le trouve dans le bouquin d'Hermanès, le roman d'Hermanès qui s'appelle Narcisse et Goldmund. Pour moi, le personnage de Goldmund, c'est vraiment le personnage viril. Mais il est viril pourquoi? Parce qu'il aime la nature, il aime la terre, il aime les animaux, il aime, il aime les éléments. Et donc la terre-mère, si tu veux, il a vraiment une relation proche avec l'instinctuel, donc l'incarnation. Et la relation à la femme, elle est secondaire. Donc il devient le bon amant, toutes les femmes n'en peuvent plus pour lui, parce que forcément, il a cette confiance, cette verticalité, cette virilité, mais qui n'est pas propre à la femme, à la relation à la femme, qui est propre à la relation au principe du féminin de la mère-terre, de la terre-mère. C'est vraiment différent. Voilà. Alors que l'autre, Narcisse, qui est l'intellectuel de service, là, dans les deux personnages, bah, il est beaucoup moins saillant, quoi. Tu vois, et tu ne te dis pas, j'ai envie de me le faire, quoi. Alors que tu vois le personnage de Goldmund, tu dis, ah ouais, en tant que nana, tu dis, ah bah ouais. Voilà. Ça, c'est intéressant de voir aussi que la virilité n'est pas heureusement fondée. Heureusement, et c'est important pour les hommes de l'entendre, de se dire, attends, s'ils sont que identifiés, je veux être un bon amant et je me mets la pression, et si j'apprends toutes les techniques, elles vont être multi-orgasmiques, et donc à ce titre-là, ça y est, je suis un mec viril, yes, I can do it. Ouais, bon, enfin bon, là, justement, tu n'as pas beaucoup confiance en toi. Tu vas être très centré sur la femme, le plaisir de la femme, et malheureusement, les femmes, elles vont te trouver pas un bon amant. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, quand tu es penché sur la femme, elles le sentent, et elles ne sentent pas l'énergie de la virilité, en fait. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Ben, merci d'avoir dit ça, parce que c'est vrai que c'est important de le préciser. À travers cette conférence, l'idée, c'est pas que pour les mecs, qui se mettent une pression de ouf, en mode, je vais prendre tous les cours possibles et imaginables pour être un bon amant. Non, par contre, faites-le en mode exploration. Ça, c'est intéressant d'explorer des nouvelles options autour de la sexualité, de dialoguer, de s'informer, en mode découverte, esprit de curiosité. Ça, c'est intéressant, mais pas pour vous mettre la pression, parce que ça ne marche pas comme ça. C'est comme ça qu'on n'est pas un bon amant, c'est en se mettant la pression. Hein. C'est une pression qui se transmet en plus. La femme, elle ressent, du coup, elle est en pression. Ouais. Ah oui. La femme, si elle sent que le mec, il se met la pression, ou qu'il tente des tas d'initiatives en mode je te prends comme ça, je sais que les femmes, elles aiment être prises en levrette, et donc pas comme ça, et que toutes les représentations classiques de comment il faut faire l'amour à une femme. Du coup, les femmes souvent imitent les hommes en disant je vais lui faire plaisir en faisant genre j'aime bien cette position et tout, ça va lui faire plaisir, c'est un peu porno, donc c'est comme ça qu'il faut faire. En fait, pas du tout, en fait, ça se trouve, elle n'aime pas du tout. C'est juste, j'imite le modèle commun, et pour faire plaisir à l'homme, je rentre dans son système. Mais en fait, c'est peut-être pas du tout ce que j'ai envie, ou ce qui me branche. Et si ça se trouve, je ne sais même pas ce qui me branche, puisque je ne l'ai jamais expérimenté. Donc ça, c'est des systèmes qui sont mis en place depuis longtemps. L'homme croit que c'est comme ça que la femme va aimer faire l'amour avec lui, elle va jouir comme ça. Et en fait, la femme, elle se dit, oui, mais si je ne fais pas comme il veut, il va croire que je ne suis pas une bonne amante, ou il faut le satisfaire, ou je ne sais pas quoi. Et alors, du coup, tout le monde fait faux là-dedans. Personne n'est à l'écoute. Et ça, c'est très classique dans les postures. Et postures du Kama Sutra dans tous les sens, et vas-y que je te prends en droite, en gauche, en machin, en haut, en bas, et je te retourne et machin. Et alors tu te dis, mais pourquoi pas? Il y a des moments où ça peut correspondre, c'est pas qu'il faut pas le faire, c'est juste, est-ce que c'est vraiment accordé, est-ce que c'est juste maintenant, quoi. Bon, voilà, je crois que on a dit l'essentiel. Donc en résumé, il y a les 5 points que je ne vais pas les redire, vous les reprendrez. Et si vous avez des commentaires ou des questions, je redonnerai peut-être les liens sur les questions que je vous ai posées, que j'ai données, pour que vous puissiez travailler avec ça. Et merci de m'avoir écouté. Et puis une prochaine conférence. Ah oui, je ferai le retour, comment être une bonne amante. Je ne redirai pas les mêmes choses. Je pense que je vais dire différentes choses. Il y a des choses qui concordent,
Mais c'est encore pas tout à fait pareil pour les femmes. C'est pas la même dynamique, on n'est pas fait pareil. Voilà, et ben à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci.